Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous commencions notre réunion de commission. Nous auditionnons aujourd'hui en visioconférence. Alors, j'ai une image un petit peu brouillée de nos invités. J'espère qu'elle va s'améliorer. Nous auditionnons M. Doroszczuk, qui est le président de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Voilà, l'image est bonne. M. Gupta, qui est le directeur général, et M. Chaumet-Riffaut, qui est le commissaire de l'autorité de sûreté. Merci, messieurs, de participer à cette audition. Je vous indique que personnellement, je devrais m'absenter à 16 heures, et donc c'est Patrick Chaise, qui est le premier vice-président de la commission, qui prendra le relais pour poursuivre cette audition. Cette audition donc, est ouverte à la presse, un certain nombre de journalistes nous suivent. Elle fait l'objet d'une captation vidéo qui sera mise en ligne sur le site du Sénat. Nous avons souhaité cette audition car naturellement le nucléaire est un secteur essentiel de la vie de la nation pour assurer la continuité de la fourniture en électricité des entreprises et des ménages, car c'est la première source de production d'électricité. Notre audition a un double objectif. Premièrement, c'est de vérifier que l'ASN, malgré la crise sanitaire et un certain nombre de décisions qu'elle a dû prendre, poursuit ses missions de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, notamment en ce qui concerne le nucléaire médical. Et le second objet de cette réunion, c'est de pouvoir identifier les enjeux de la sortie du confinement. On sait en effet que les phases de redémarrage de certains outils industriels peuvent être accidentogènes, et les référents de notre commission que nous avons nommés pour suivre la question de la prévention des risques durant cette période, M. Medevielle, Mme Tocqueville et M. Gontard, vous interrogeront notamment sur ces aspects-là. Concernant le premier point que j'évoquais, c'est-à-dire la mission de contrôle de l'ASN, vous avez annoncé le 17 mars une suspension des inspections dans les sites nucléaires et le recours généralisé au télétravail pour vos agents. Vous réalisez donc des contrôles sur pièce, des contrôles à distance, mais la question qui se pose et que je vous pose, c'est celle de savoir si vous pouvez nous garantir le même niveau de sûreté qu'en temps normal lorsque vous pouvez vous rendre sur place. Vous avez, le 26 mars dernier, signalé des points de vigilance complémentaires pour l'exploitation des centrales, tout en maintenant le principe de suspension des contrôles, sauf, je vous cite, événements significatifs. Et donc, je souhaiterais que vous puissiez nous indiquer si vous avez été amené à opérer des inspections sur site depuis cette date, et également que vous puissiez nous indiquer quelles sont les conditions de travail des agents que vous pouvez avoir eu à contrôler, avec lesquels vous êtes en relation. Par ailleurs, la plupart des chantiers de démantèlement ont été suspendus. Des installations nucléaires ont été mises à l'arrêt dès lors que leur fonctionnement n'était pas indispensable à la continuité de la vie de la nation, et c'était justifié puisqu'on est dans un contexte où la consommation d'électricité a diminué de l'ordre de 15 à 20%, mais nous souhaiterions que vous puissiez nous indiquer quels sont les sites qui ont été arrêtés, leur localisation et les conséquences de ces arrêts pour le maintien des chaînes d'approvisionnement en combustible neuf et en équipement de maintenance. Et puis, dernier sujet sur lequel nous souhaiterions vous entendre, c'est la question du 4e réexamen périodique des réacteurs de 900 MW, qui sont les plus anciens. L'objectif de cette période est d'actualiser un certain nombre d'études sur ces centrales et de cibler précisément les opérations de maintenance qui sont réalisées pour atteindre des objectifs de sûreté qui se rapprochent le plus possible de ceux des réacteurs de nouvelle génération. Vous préparez cette échéance depuis 2 ans avec l'IRSN, et nous souhaiterions que vous puissiez nous indiquer les grandes lignes et les prochaines étapes en la matière, et que vous puissiez notamment nous indiquer si le calendrier de consultation du public, prévu initialement pour la fin de l'année 2020, pourra être maintenu. Je rappellerai que la première prise de position spécifique concernera le réacteur 1 de la centrale de Tricastin. Elle est prévue pour l'année 2022, puis un certain nombre d'autres centrales, Blayais, Bugey, Chinon, Cruat, Dampierre, Gravelines, Saint-Laurent-des-Eaux, et les 2 réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim qui seront arrêtés en 2020 sont prévus.
Voilà un certain nombre de points que je voulais évoquer pour commencer cette audition. Je vous laisse la parole et ensuite je donnerai bien sûr la parole à mes collègues qui ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils souhaitaient vous interroger. Et en premier lieu, bien sûr, les références sur ces questions que nous avons nommées. Je rappelle M. Medevielle, Mme Tocqueville et M. Gontard. Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est vous qui commencez. Alors, vous n'avez pas, on ne vous entend pas. Allô? Oui, c'est bon. Oui, bonjour Monsieur le Président. Merci de vos propos introductifs. J'ai préparé une petite intervention en introduction au cours de laquelle je répondrai à de nombreuses questions que vous venez de soulever et qui permettront également d'introduire l'ensemble de la problématique du contrôle de la sûreté des installations nucléaires dans cette situation de crise sanitaire que nous connaissons. Comme vous l'avez indiqué, je suis accompagné de Philippe Chaumerifo, commissaire à l'ASN, professeur des universités et praticien hospitalier en santé publique, et Olivier Gupta, directeur général de l'ASN. Avant de démarrer mon propos liminaire, je voudrais profiter de cette audition pour remercier devant vous les personnels de l'ASN et de leur engagement particulièrement important qui a permis de maintenir dans des conditions adaptées la mission essentielle de contrôle de la sûreté qui est la nôtre. J'évoquerai 5 points. Le premier point, avec la crise Covid-19, l'industrie nucléaire est confrontée pour la première fois de son histoire à une gestion de crise présentant des enjeux de sûreté sans que l'origine n'en soit une cause technique liée à ces activités. Le mode commun à cette situation, tant pour les responsables d'activités nucléaires que pour les autorités de contrôle, et la capacité à mobiliser en nombre suffisant les personnels qualifiés qui sont nécessaires à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle des installations dans des conditions sanitaires sûres. Pour faire face à ce défi, les exploitants, les responsables d'activité et les régulateurs disposent d'outils de gestion en situation de crise qui reposent en grande partie sur des plans de continuité d'activité. C'est le cas des exploitants comme de l'ASN. Ces plans sur lesquels nous pourrons revenir ont été activés et à ce stade, leur mise en œuvre ne soulève pas de difficultés particulières. Deuxième point, face à cette situation inédite, comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, les installations nucléaires dont le fonctionnement n'est pas vital à la production d'électricité ont été rapidement mises à l'arrêt et placées dans un état sûr par les exploitants. C'est le cas notamment des installations de recherche du CEA, c'est le cas des centres de stockage des déchets de l'Andra, des chantiers de reprise et de conditionnement des déchets du CEA et d'Orano, et des opérations de démantèlement du CEA, d'Orano ou d'EDF. Outre les centrales nucléaires d'EDF et quelques activités liées à la production de radiopharmaceutiques et les opérations de transport, seules les activités d'Orano et de Framatome nécessaires au fonctionnement des réacteurs, comme la fourniture en combustible, que vous avez cité, ou à l'équilibre du cycle, comme le retraitement des combustibles usés, ont été maintenues. Donc, seules les installations d'Orano, à La Hague et de Framatome ont été maintenues, et certaines installations d'Orano à Tricastin. Les enjeux de sûreté sont donc principalement ciblés sur un nombre réduit d'installations et un nombre très réduit d'exploitants. 2 exploitants principalement. À ce stade, les installations nucléaires disposent d'une présence suffisante en personnel, organisée le plus souvent en équipes séparées, ce qui permet d'assurer le fonctionnement normal. En revanche, faute de moyens suffisants en personnel et en prestataires spécialisés, ou du fait de la difficulté à respecter les gestes barrières et les règles sanitaires pour certaines opérations, les chantiers sont plus longs et les activités réduites pour l'ensemble des exploitants. Par exemple, à fin avril, dans les centrales nucléaires, la durée de nombreux arrêts de tranche a été prolongée et plus d'une vingtaine d'arrêts de réacteurs ont été décalés. Ces décalages ont des incidences sur le respect de certaines échéances réglementaires et conduisent l'ASN à instruire des demandes ponctuelles de dérogation qui n'ont pour l'instant pas soulevé de difficultés. Ces décalages ont également des incidences sur la maintenance
et induisent des retards sur certains travaux d'amélioration de la sûreté, comme par exemple la mise en service prévue au 30 juin de certains diesels d'ultime secours qui devra être reporté du fait de la défaillance du prestataire américain retourné aux États-Unis. Troisième point, le contrôle des installations nucléaires en exploitation se poursuit sous des formes adaptées, sans baisser le niveau d'exigence de la part de l'ASN. Dans tous les pays, et nous sommes en contact avec nos homologues, les autorités de sûreté nucléaire ont dans un premier temps déployé des techniques de contrôle à distance. Les autorités qui disposaient d'inspecteurs permanents sur les sites nucléaires, par exemple c'est le cas aux USA ou en Grande-Bretagne, ont réduit très notablement leur activité ou leur ont demandé de se mettre en télétravail. Comme vous l'avez rappelé, dès l'annonce du confinement, l'ASN a adapté ses modalités d'intervention et de contrôle en les réalisant à distance, tout en maintenant la possibilité d'intervention sur site en cas d'événement significatif. Une telle inspection réactive a eu lieu sur le site de Belleville d'EDF suite à un accident qui s'est produit hors îlot nucléaire avec un départ de feu qui a eu lieu suite à la rupture d'un flexible sur un parc à gaz avec une inflammation d'hydrogène. La grande majorité des opérations de contrôle réalisées par l'ASN, hormis pour les épreuves hydrauliques sur site, conviennent pour une très grande majorité des situations que nous rencontrons. Ces opérations consistent en effet à exercer un contrôle de second niveau de la bonne exécution d'opérations d'exploitation ou de maintenance qui sont contrôlées au premier niveau par l'exploitant, premier responsable de la sûreté, ou par des organismes habilités mandatés par l'ASN. Ce contrôle de second niveau peut être réalisé sur la base de justifications consultables sur place ou à distance, ou en ayant accès direct par liaison numérique au système de gestion et d'enregistrement informatique des exploitants. Cet accès direct permet aux inspecteurs d'examiner en temps réel un certain nombre de paramètres d'exploitation et de données concernant le traitement des écarts et d'aller chercher les informations qui les intéressent. Après une période de démarrage, l'intensité et la profondeur des contrôles exercés à distance par l'ASN, y compris en arrière-acteur, est aujourd'hui équivalente à celle réalisée en situation normale. Le nombre d'inspections et de contrôles réalisés en un mois à distance est comparable au nombre d'inspections réalisées à la même période l'année dernière. Cependant, après la première annonce de prolongation du confinement par le gouvernement, l'ASN a engagé un travail de réflexion pour définir de manière concertée avec son personnel les suites spécifiques pour lesquelles des inspections sur site étaient nécessaires, les sujets spécifiques, en sus des contrôles à distance, ainsi que les conditions de leur réalisation. Ces inspections sont notamment justifiées par le besoin de superviser la réalisation de certains gestes techniques complexes qui ne peuvent être examinés que de visu, ou pour contrôler l'état des installations et le respect des gestes barrières dans le contexte épidémique. Cette reprise d'activité d'inspection par l'ASN sur site est désormais opérationnelle. Elle sera réalisée de manière coordonnée en matière d'inspection de sûreté et d'inspection du travail, pour laquelle l'ASN est également compétente dans les centrales nucléaires d'EDF. Hormis les activités de contrôle, l'ASN poursuit son activité d'instruction avec l'appui de l'expertise de l'IRSN. Les dossiers à fort enjeu, comme celui que vous avez souligné, Monsieur le Président, de la préparation de la décision générique sur la poursuite d'exploitation des réacteurs de 900 MW, sont instruits normalement à ce stade et nous maintenons la date prévisionnelle de mise en consultation publique du projet de décision sur leur examen 900 à la fin de l'année 2020. Seules quelques décisions imposant une consultation publique ou ayant un impact significatif sur l'environnement seront retardées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020. Quatrième point, dans les prochains mois, les retards et les reports cumulés des arrêts de tranche chez EDF vont imposer une reprogrammation substantielle des arrêts qui, par effet domino, va largement déborder en 2021, voire en 2022. Cette situation combinera à la fois des enjeux forts de sûreté et de sécurité d'alimentation électrique.
Contrairement à d'autres pays, notamment les États-Unis, EDF n'a pas prévu de réduire drastiquement son volume de travaux, maintenant ces modifications, pendant les arrêts de réacteurs, ce qui est favorable à la sûreté. Face à ces enjeux majeurs, EDF et l'ASN sont en étroite relation pour examiner l'ensemble de ces questions et leurs conséquences au regard des échéances et des prescriptions applicables à chaque réacteur, et nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. La reprise des activités pour site, qui s'effectuera dans un contexte de surcharge d'activité à cause des reports et dans un contexte perturbé pour les intervenants, avec l'accumulation de fatigue et de stress, devra faire l'objet d'une attention particulière, vous l'avez souligné, nous pourrons y revenir. Une grande vigilance devra être portée aux risques liés aux facteurs organisationnels et humains, dû notamment aux changements dans le fonctionnement et l'organisation du travail, aux évolutions dans l'urgence des processus et des référentiels, ainsi qu'aux arbitrages à réaliser au quotidien entre la sûreté réglée, telle que définie dans les textes, et la sûreté gérée sur le terrain au regard du contexte. Plus généralement, la gestion de la crise sanitaire devra nous conduire à réfléchir, le moment venu, au retour d'expérience à en tirer pour la gestion d'une situation post-accidentelle en cas d'accident nucléaire, notamment en termes de communication et d'expertise, d'association des parties prenantes lors du déconfinement, d'équipement de mesures à distribuer et de gestion des impacts indirects de longue durée sur la population. Cinquième et dernier point, la majorité des activités contrôlées par l'ASN dans le secteur médical concernent les actes diagnostiques ou thérapeutiques mettant en œuvre des rayonnements ionisants. Ces activités ne sont pas situées en première ligne face à l'épidémie, mais leur apportent un soutien significatif. Elles doivent cependant être maintenues dans des conditions sûres pour ne pas retarder les chances des patients, notamment atteints de tumeurs cancéreuses. Dans ce contexte, et pour faciliter la mobilisation de l'ensemble des personnels médicaux des hôpitaux publics et privés face à l'épidémie, l'ASN a, dès le début du confinement, réduit drastiquement son activité de contrôle sur site. Elle a en revanche traité de manière prioritaire des demandes d'autorisation spécifiques en lien avec la gestion de la crise, notamment pour l'utilisation à des fins de diagnostic du Covid-19, des scanners de radiothérapie, de médecine nucléaire et de blocs opératoires. L'ASN a également instruit dans des délais très courts des demandes de déplacement de matériel de diagnostic entre établissements et d'adaptation ponctuelle des locaux pour faciliter la prise en charge des patients atteints du Covid-19 dans des chambres de curithérapie ou de radiothérapie interne vectorisée. L'ASN a mené avec les sociétés savantes, les constructeurs et les fournisseurs de dispositifs médicaux des réflexions afin d'évaluer les conséquences de la gestion de l'épidémie. Ces réflexions visent à anticiper l'absence éventuelle de professionnels dont la présence est requise à des fins de radioprotection et les difficultés de réalisation des contrôles ou des opérations de maintenance sur les équipements, y compris dans les prochains mois, c'est là qu'est l'enjeu, pour faire face au rattrapage des soins. Ces travaux ont été conduits en lien avec le ministère de la Santé, l'INCa, le Haut Conseil de santé publique et l'ANSM. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce que je voulais dire en introduction. Je pense avoir évoqué les points que vous aviez soulignés dans votre introduction, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Medevielle. Est-ce que Monsieur Medevielle m'entend? Monsieur Medevielle? Madame Tocqueville, peut-être? Oui, ça y est, on a activé mon micro. Vous m'entendez? On vous entend, Monsieur Medevielle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Commissaire, merci de ces propos préliminaires qui nous rassurent. C'est vrai que nous sommes, avec mes collègues intervenant sur la sécurité, comme les élus, comme les Français, inquiets en cette période de confinement par rapport à la continuité des activités de contrôle, mais nous savons que vous veillons, mais les incidents comme l'incendie de Tchernobyl, au mois d'avril, sont là pour nous rappeler. Je crois qu'il ne faut jamais baisser la garde, ni sur les centrales, ni sur le nucléaire médical. Vous avez cité la radiothérapie oncologique, et je crois que nous pouvons vous faire
confiance là-dessus. Je poserai trois questions. La première, donc, EDF a activé des plans de continuité d'activité pour assurer le maintien en exploitation de certaines centrales. Les avez-vous évalués et contrôlés? Si oui, comment et quel est le taux d'activité des personnels EDF dans les centrales? Avez-vous chiffré les besoins en masques et en équipement pour ces personnels afin qu'ils respectent les gestes de prévention sanitaire? Je ne sais pas si ce chiffrage relève de l'ASN ou si c'est purement EDF. Deuxième question, dans un communiqué du 26 mars, vous indiquez avoir alerté EDF sur la situation de salariés d'entreprises sous-traitantes qui sont, on le sait, très nombreuses sur les sites nucléaires, en demandant de définir clairement quelles sont les activités de maintenance ou de logistique pour lesquelles une continuité est indispensable et de veiller à ce que les conditions de santé et de sécurité soient communiquées et mises correctement en place sur les sites pour tous les salariés. Donc, quels manquements aviez-vous constaté sur ce sujet? Comment avez-vous constaté ces manquements? Est-ce que ce sont des remontées des syndicats ou d'inspection sur place? Et enfin, EDF a-t-il apporté les précisions demandées? Avez-vous d'autres points en jeu à signaler dans vos relations avec EDF pendant cette période? Troisième question, France Stratégie a récemment émis une note anticipant une baisse de la production nucléaire annuelle. Quels sont les enjeux du déconfinement et de la reprise d'activité sur les installations arrêtées et quels dispositifs mettez-vous en place pour en garantir la sûreté? On sait que c'est une phase sensible. Quels sont les équipements et activités qu'il conviendra de surveiller particulièrement pour les sites qui ont été mis à l'arrêt? Et avez-vous préparé des lignes directrices ou des instructions techniques? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. Je vous laisse répondre à Monsieur Medevielle. Oui, très bien, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Sénateur Medevielle pour ces questions. Alors, tout d'abord, effectivement, EDF a activé son plan de continuité d'activité, je l'ai indiqué. Ce plan comporte des dispositions en termes de présence minimum des équipes de conduite et de maintenance pour pouvoir poursuivre cette activité. Par exemple, ce plan prévoit que EDF ne peut pas maintenir son activité dès lors que 20% de personnel indispensable à la conduite des réacteurs est indisponible pendant 10 semaines ou 40% de ces personnels indisponibles pendant 2 semaines. Ce sont des chiffres qui sont absolument pas atteints dans la situation actuelle. EDF dispose, y compris en télétravail, d'un nombre de personnel suffisant pour pouvoir gérer son activité. Nous avons contrôlé en continu ces exigences qui sont prévues par le PCA et nous n'avons pas observé de difficultés particulières. EDF a pris par ailleurs un certain nombre de dispositions visant à éviter le risque de contamination à travers ces équipes en mettant en place des équipes qui ne se rencontraient pas lorsqu'elles se succédaient dans leur prise de fonction. EDF a prévu également des équipes de réserve qui étaient maintenues à domicile, donc avec pas de risque d'exposition et qui pouvaient, en cas de difficulté, être mobilisées pour intervenir sur site. Donc l'ensemble des dispositions qui ont été prises par EDF nous ont semblé tout à fait adaptées au titre de son plan de continuité d'activité. En revanche, il est clair, et ce n'est pas un cas spécifique pour EDF, que le besoin de masques que vous avez souligné a été un besoin extrêmement fort, compte tenu des opérations de travaux qui avaient été maintenues. Il y a eu une priorisation qui a été mise en place par EDF sur l'usage de ces masques, notamment par rapport aux postes les plus sensibles, comme les postes en salle de commande, par exemple, ou le port de masques obligatoire pour les chantiers pour lesquels la coactivité était la plus importante entre le personnel EDF, mais aussi les prestataires. Et c'est en priorité sur ces chantiers et sur ces postes que l'effort d'EDF a été porté en matière de fourniture de masques. Au fil du temps, la fourniture de masques s'est améliorée et je crois savoir que depuis lundi, l'ensemble des intervenants sur les sites nucléaires, qu'ils soient personnel EDF ou prestataires, sont tous équipés de masques de protection chirurgicaux, quel que soit le poste qu'ils occupent. Nous avons suivi cette
ces dispositions, et notamment le déploiement des mesures de protection et le respect des mesures barrières, au titre de notre mission d'inspecteur du travail dans les centrales nucléaires. Et c'est ce qui nous a permis de vérifier que les dispositions nécessaires étaient prises. Pour en venir à votre deuxième question, notamment en ce qui concerne la situation des entreprises prestataires ou de sous-traitance, c'est au titre de notre mission d'inspection du travail que j'indiquais tout à l'heure que nous avons veillé à ce que les règles d'intervention sur site en situation de pandémie soient respectées. EDF a élaboré avec l'ensemble des entreprises de la filière nucléaire une charte de protection des personnels intervenants, qu'il s'agisse des personnels EDF ou des prestataires EDF. Cette charte a été, à notre connaissance, bien accueillie et a permis de faire en sorte que les intervenants interviennent dans les conditions les plus satisfaisantes. Nous avons, au titre de notre mission d'inspection du travail, été associés à l'ensemble des discussions qui ont eu lieu avec les représentants du personnel en ce qui concerne le renforcement des plans de prévention, en ce qui concerne la mise en place des mesures barrières. Nous avons été aussi sollicités dans un certain nombre de cas dans les discussions qui ont eu lieu en termes d'usage du droit de retrait. Donc nous avons été particulièrement présents, même à distance, sur l'ensemble de ces sujets qui ont mis en relation les personnels, leurs représentants et les entreprises, qu'il s'agisse d'EDF et des prestataires. La situation n'est pas idyllique, mais elle s'améliore et nous sommes particulièrement vigilants sur cette dynamique d'amélioration. En ce qui concerne votre troisième question, monsieur le sénateur Medevielle, vous avez tout à fait raison de souligner que la reprise d'activité sera une période qui méritera une extrêmement grande vigilance de la part de l'exploitant, de l'ensemble des prestataires et de la part des autorités de contrôle. Nous savons que certaines équipes sont fatiguées, sont stressées. Elles sont normalement stressées parce qu'elles ont souvent des préoccupations personnelles. Parfois, certaines familles ont été affectées. Lorsque l'on pense à sa situation personnelle ou à celle de sa famille, on est moins attentif aux questions de sûreté. Et donc, il y aura une part de facteurs humains à intégrer dans le rythme de reprise d'activité. Et nous avons attiré l'attention d'EDF sur cette question. Je pense qu'ils en sont parfaitement conscients. Il y a un certain nombre de règles du jeu, je l'ai souligné tout à l'heure, qui vont être différentes. Les conditions d'intervention, les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Les chantiers seront plus longs, plus séquencés. Les prestataires interviendront avec plus de difficultés liées aux gestes barrières à respecter et à la distance. Donc la totalité de ces opérations devra faire l'objet d'une grande vigilance. C'est ce que nous ferons, notamment à travers les inspections sur site que j'ai indiquées tout à l'heure, qui vont reprendre. Nous regarderons à la fois les aspects sûreté, les aspects organisationnels et humains, et puis le respect des dispositions du Code de travail. Je retourne sur... Voilà, monsieur le sénateur, ce que je souhaitais dire en réponse à vos questions. Bien, écoutez, merci beaucoup. Peut-être juste si par rapport au nombre de réacteurs arrêtés, où est-ce qu'ils se situent, vous avez des précisions? Alors, oui, mais je n'ai pas la liste sous les yeux. Vous nous la communiquerez. En fait, les réacteurs qui sont arrêtés, ce sont les réacteurs qui devaient connaître un arrêt, soit pour simple rechargement, soit pour une visite périodique. D'accord. Le planning de DF était arrêté. Comme les opérations d'arrêt de tranche depuis février sont plus longues que prévu, en fait, les réacteurs qui sont à l'arrêt, ce sont ceux qui étaient programmés comme devant faire l'objet d'un examen, et les réacteurs, soit d'un rechargement, soit d'une visite périodique, et les réacteurs qui eux, devaient suivre dans la chronologie, sont aujourd'hui en report d'arrêt. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Madame Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de l'ASN, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Commissaire. Merci pour vos propos. Moi, je voudrais vous poser deux questions. La première concernant le démantèlement des centrales nucléaires. Donc, a priori, c'est un processus, donc on le sait, qui s'inscrit dans le long terme et qui ne devrait pas être affecté par la crise du Covid-19.
Évidemment, pour mémoire, la loi énergie-climat prévoit de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50% en 2035 et les 2 réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim devraient être arrêtés d'ici l'été 2020. Les opérations de démantèlement sont des opérations que l'on sait complexes et qui nécessitent un savoir spécifique. Donc, je voudrais poser la question suivante. Face aux pertes de recettes des opérateurs du secteur de l'énergie, qui sont donc fortement affectés par la baisse de la demande d'électricité, au premier rang desquels EDF, et au coût du démantèlement, la crise du Covid ne risque-t-elle pas de contrarier le calendrier de démantèlement? Autrement dit, les conditions de sûreté du démantèlement du réacteur numéro 1 peuvent-elles être assurées dans les conditions de sûreté et de sécurité optimales malgré la crise et son surcoût pour les opérateurs et les conditions actuelles marquées par des réductions d'effectifs sur place? C'est ma première question. Ma deuxième question concerne les arrêts de tranche à propos desquels je voudrais vous interroger. C'est un sujet qui a été abordé lors de l'audition de l'IRSN. Vous venez de le dire et ça avait été déjà mentionné. Ces arrêts de tranche ont été reportés, mais malgré tout, ils vont devoir être effectués. Donc, est-ce qu'il n'y a pas menace sur la sécurité qui pèse lors de ces opérations, en particulier au vu de ce que vous venez de mentionner, le facteur humain, puisqu'il va y avoir une forte pression sur les personnels. Et puis, j'avais posé cette question et je vous la repose. Si éventuellement nous entrons dans un hiver précoce et rigoureux, est-ce que la maintenance pourra être assurée en toute sécurité? L'IRSN nous a répondu qu'un plan était à l'étude. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur ce plan? Je vous remercie. Merci Madame Tocqueville. Monsieur le Président. Merci Madame la sénatrice. Alors, plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, concernant votre question sur le démantèlement. Les opérations de démantèlement, comme les opérations de reprise, de conditionnement ou des opérations de stockage des déchets, font l'objet de la part des exploitants nucléaires de précautions en termes financiers et notamment de provisions. Et ces provisions financières, provisions de long terme, ne sont pas affectées par des opérations comme celles que vous soulignez en termes de perte d'exploitation sur des périodes que nous espérons bien sûr limitées. Donc ce sont ces provisions, pour son objectif dédié sur le long terme, ne sont pas impactées par la situation économique que pourraient connaître les exploitants nucléaires dans les mois à venir. En ce qui concerne le calendrier des démantèlements, vous le savez, ce sont des opérations qui sont extrêmement longues, qui prennent plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et la crise actuelle ne changera pas, je dirais, de manière significative l'échelle de temps liée à ces opérations de démantèlement. En revanche, en ce qui concerne la compétence, vous avez effectivement souligné que la non-mobilisation d'un certain nombre de ressources qui devaient l'être dans les mois qui viennent peut conduire, s'il s'agit d'entreprises spécialisées qui ont comme activité principale des opérations liées au démantèlement, à une perte d'activité financière pour ces entreprises spécialisées qui sont parfois des petites entreprises et qui peuvent être fragilisées du fait de la crise Covid-19. Donc il peut y avoir un impact direct sur le maintien de la compétence industrielle nécessaire pour réaliser des opérations de démantèlement. Ça ne pourrait s'opérer que si bien évidemment ces opérations ne pouvaient pas reprendre pendant très longtemps. J'imagine, bien sûr c'est un sujet sur lequel nous n'avons pas d'informations, mais qu'en sortie de confinement, l'ensemble des chantiers des exploitants nucléaires, y compris ceux de démantèlement, pourront être réactivés. Ce n'était pas la priorité, il était normal que l'exploitant EDF privilégie la fourniture d'électricité, mais rien ne s'opposerait à ce que dans les mois qui viennent, avec les mesures barrières particulières, les opérations de démantèlement qui ne mobilisent pas un nombre de personnel très important par chantier. Sur un site nucléaire, on est entre 1000 personnes et 1500 personnes sur un site 4 tranches. Pour des opérations de démantèlement, les chantiers sont parfois de quelques dizaines de personnes qui interviennent en même temps. Donc ça doit être plus facile de
respecter des gestes barrières pour des opérations de démantèlement. Donc je ne suis personnellement pas particulièrement inquiet sur les opérations de démantèlement, sur le financement et sur la capacité des entreprises spécialisées à intervenir. En ce qui concerne les arrêts de tranche, donc c'est tout à fait clair que la difficulté à intervenir et à mobiliser les prestataires actuels fait que les tranches qui sont à l'arrêt ont des arrêts qui sont plus longs, beaucoup plus longs que prévu. Et ça me permet d'ailleurs de redonner des chiffres que j'ai maintenant sous les yeux pour répondre à la question du sénateur Médevielle concernant le parc. Au 21 avril, il y avait 38 tranches nucléaires en production, donc 38 réacteurs, 3 réacteurs qui étaient en arrêt fortuit, donc ça correspond à une situation qui peut se produire en fonctionnement normal, 3 tranches en arrêt d'économie combustible, donc là c'est une stratégie d'EDF d'économiser le fonctionnement de ces réacteurs pour pouvoir les faire fonctionner plus longtemps et pouvoir éventuellement commencer à aborder le pic de l'hiver, en tout cas le pic d'automne. Et il y avait 13 tranches en arrêt pour maintenance, 13 tranches nucléaires. Donc je ne les cite pas nommément, mais voilà, monsieur le sénateur Médevielle, l'ampleur, 13 tranches nucléaires qui sont à l'arrêt. C'est normal, même si c'est un nombre qui peut paraître important, parce que la période de printemps est une période où la consommation d'électricité commence à baisser et où il est normal que les tranches se mettent à l'arrêt pour pouvoir subir des travaux de maintenance, voire des réépreuves, avant d'affronter la pointe qui commencera éventuellement à l'automne à partir du mois de novembre et qui pourra se poursuivre jusqu'en janvier-février. Donc c'est cette disponibilité des tranches nucléaires à partir de novembre et jusqu'en février qui risque d'être compromise par le fait que les réacteurs qui devaient être mis à l'arrêt au printemps ne peuvent pas l'être dans les temps qui étaient prévus et les arrêts sont plus longs. Donc il y a mécaniquement un report dans le temps de ces arrêts qui devraient logiquement se produire en prenant la suite des opérations industrielles, au regard d'ailleurs de la disponibilité des prestataires qui devraient plutôt arriver à partir de l'été et à partir de l'automne, voire durant l'hiver, ce qui peut poser un problème en termes d'équilibre d'offres et de demande d'électricité. Donc le sujet, c'est celui-ci. C'est le sujet sur lequel nous sommes en train de travailler avec EDF. EDF nous a présenté des lignes directrices de stratégie qui consistent soit à reporter de quelques mois les arrêts qui étaient prévus, auquel cas c'est tout à fait envisageable d'imaginer des reports d'opérations de contrôle réglementaire. Par exemple, une épreuve hydraulique qui devait être réalisée en juin, nous pouvons accepter qu'elle soit réalisée en septembre, voyant un certain nombre de justificatifs. Donc le report de l'arrêt ne pose pas de difficulté du point de vue de la sûreté. Un autre élément de stratégie présenté par EDF consisterait d'une certaine manière à sauter certains arrêts, c'est-à-dire à ne pas faire des arrêts de simple rechargement. Il s'agit simplement de remplacer une partie du combustible pour pouvoir poursuivre le fonctionnement des réacteurs et avoir cette disponibilité pendant la période hivernale. C'est un élément de stratégie qui est envisageable, qui n'est pas particulièrement défavorable en termes de sûreté, puisque pendant les opérations de simple rechargement, il n'y a pas d'opération de maintenance lourde, il n'y a pas beaucoup ou pas de contrôle réglementaire à effectuer. C'est simplement comme un automobiliste, d'une certaine manière, qui passe à la pompe à essence et qui fait le plein. Donc, on peut très bien imaginer qu'en supprimant ces arrêts de simple rechargement, les réacteurs puissent être disponibles pour pouvoir passer le cap de l'hiver. Donc, voyez-vous, ces éléments de stratégie, les premiers éléments de stratégie qui nous ont été présentés, nous les discutons, nous en évaluons les conséquences en matière de sûreté, en matière de report éventuellement de dispositions réglementaires. Et puis, bien évidemment, nous continuons de voir quelles conséquences tout ceci pourrait avoir si l'effet domino dont je parlais tout à l'heure pouvait se prolonger jusqu'au début pendant l'hiver, maintenant au début du printemps l'année prochaine. C'est clair, c'est que jusqu'au printemps 2021, il y aura un impact. Et vraisemblablement, il y aura un impact sur la campagne 2021-2022. Ça va durer longtemps, cette opération de report, de glissement, de reprise des travaux. Et donc, il faut que nous ayons la visibilité sur le long terme. Pour l'instant, nous ne l'avons pas totalement. Nous sommes en train d'y travailler. Le point essentiel, à mes yeux, c'est que par rapport à ce véritable défi
de faire face à la sécurité d'alimentation électrique. Au regard des enjeux de sûreté, c'est que EDF maintienne des marges. Parce qu'on ne peut pas exclure, même si en faisant toute la stratégie que je viens d'indiquer, si c'est trop juste, c'est-à-dire si finalement la capacité des réacteurs d'EDF est juste au-dessus de ce qui est nécessaire pour passer les pics d'hiver, à ce moment-là, on peut avoir un problème en cas de problème fortuit sur un réacteur, une défaillance fortuite sur un réacteur, voire sur un problème générique qui pourrait concerner plusieurs réacteurs, pour lequel, en tant qu'autorité de sûreté, nous serions obligés de demander l'arrêt ponctuel ou pendant une courte période de ces réacteurs. Auquel cas, comme on n'a pas de marge, comme il pourrait ne pas y avoir de marge, nous aurions un véritable conflit en termes de sécurité d'alimentation électrique et de sûreté. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Gontard, notre troisième référent. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'ASN. Vous avez répondu déjà à beaucoup de questions. Moi, je voudrais revenir peut-être sur ce que vous venez un petit peu d'évoquer sur comment la crise justement a modifié en fait des méthodes d'exploitation, l'organisation du travail. Et est-ce que justement dans cette crise, il y a des choses qui pourraient perdurer en tout cas dans ces nouvelles méthodes d'exploitation? Je pense notamment à l'usage du combustible, peut-être de manière plus vertueuse ou plus économe. Et puis justement sur la question du combustible et de l'uranium, est-ce que dans cette crise, vous avez constaté des tensions? En tout cas, est-ce que ça a eu un impact sur la quantité, ou en tout cas de l'approvisionnement en uranium? Et puis sur l'inspection et le contrôle, qui est quelque chose de primordial, vous l'avez évoqué, mais est-ce que du coup, avec justement le moindre effectif, l'impact que la crise a pu avoir, comment vous avez priorisé justement vos interventions? Vous avez dit qu'il y avait eu beaucoup moins de déplacements sur site, ce qui est compréhensible. Et notamment aussi le lien avec les sous-traitants. Je pense que c'est important qu'on sache en fait comment tout ça s'est organisé et comment vous avez pu prioriser les choses. Et puis sur la reprise de la production, c'est vrai que avec le déconfinement, on sait que c'est quand même souvent dans ces reprises de production que les risques sont les plus importants. Donc comment aussi en termes de contrôle, de sécurité, vous allez prioriser les interventions. Ça, c'était des points importants. Et puis, peut-être pour terminer, j'avais une question peut-être un peu plus précise. C'est vrai que cette crise nous a montré quand même notamment la gestion avec les masques, la quantité de masques, la possibilité de s'en procurer, nous pose beaucoup de questions. Et on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec les pastilles d'iode et l'organisation qui est mise autour des pastilles d'iode en cas de problème ou de sinistre. Et donc, est-ce que ça vous a aussi fait réfléchir à repenser peut-être cette organisation ou en tout cas vérifier que on avait les quantités suffisantes et que l'organisation, la logistique était adaptée? Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Sénateur. Je vais peut-être demander à Olivier Gupta d'apporter des éléments de réponse à vos questions et je compléterai si besoin. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, sur ces quelques points, sur l'approvisionnement en combustible, non, nous n'avons pas connaissance de difficultés particulières, d'autant que les usines de fabrication font partie des installations nucléaires qui continuent à fonctionner. Sur la question des arrêts pour économie de combustible, effectivement, c'est un des leviers qui est utilisé aujourd'hui par EDF. Ça n'est pas un levier nouveau. C'est quelque chose qui a déjà été utilisé par le passé, précisément pour mieux gérer sur le long terme l'ajustement entre la production et la consommation. S'agissant de votre question sur l'organisation du travail, effectivement, c'est très clairement un point que nous avions fait part à nos propres personnels dès le début de cette crise. Cette crise nous amène à inventer finalement de nouvelles méthodes de travail et, s'agissant de l'ASN, de nouvelles méthodes de contrôle. Et
certaines d'entre elles, en effet, seront probablement utilisées même après cette phase. Et j'en donne deux exemples. On a beaucoup parlé du contrôle à distance et des inspections à distance que nous avons réalisées ces dernières semaines. Alors, pour partie, au cours de ces inspections à distance, on fait un travail qui est très voisin finalement de ce qu'on fait quand on se rend sur site, en particulier quand on examine des documents. Il y a dans les inspections sur site, en général, une partie en salle pour laquelle les inspecteurs consultent des documents. C'est finalement ce qu'on fait à distance. Et ce dont se sont aperçus nos inspecteurs en exécutant cette tâche de contrôle à distance, c'est finalement que on se faisait transmettre au préalable les documents par l'exploitant, et ça nous laissait finalement plus de temps pour les éplucher et cibler les questions sur les points les plus intéressants. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que nous élargirons par la suite. Et je donne un deuxième exemple auquel Bernard Drozuc faisait référence d'ailleurs tout à l'heure. C'est la vérification à distance des paramètres de la centrale. On a donc un outil de visualisation et un outil qu'on a finalement mis en place à cette occasion, pendant cette crise, de visualisation des paramètres du réacteur en temps quasi réel, donc la température, la pression, l'ensemble des paramètres de fonctionnement du réacteur. Et on les voit depuis effectivement son domicile sur écran. Et ça permet finalement un monitoring de la situation du réacteur qui est tout à fait précis, et c'est peut-être quelque chose là aussi que nous poursuivrons. Donc voilà deux exemples finalement de sujets sur lesquels la situation actuelle nous a amené à faire évoluer nos pratiques et sur lesquels nous pourrions effectivement rendre ces pratiques pérennes. Sur la question de la reprise de l'activité sur les installations nucléaires, là, effectivement, ça fait partie des réflexions que nous conduisons dès aujourd'hui, même si le déconfinement n'est que pour l'après 11 mai, mais nous travaillons dès à présent sur la nature et le type de contrôle que nous devons mettre en place à ce moment-là. Et s'agissant de votre dernier point sur finalement les réflexions sur le post-accidentel, effectivement, c'est un sujet aussi que nous avions repéré dès le début de cette crise. Alors, nous devrons en discuter très largement avec le ministère de l'Intérieur, le SGDSN, puisque c'est aussi avec ces structures-là, naturellement, que la gestion d'une crise nucléaire se passe. Mais ça fait tout à fait partie des éléments de retour d'expérience que nous avons prévu de tirer. Peut-être en complément, juste sur la première question, pas de tension sur le combustible, ça c'est tout à fait clair. En revanche, il y a un sujet qu'il ne faut pas perdre, de vue, c'est celui du risque lié à la capacité dont nous disposons actuellement pour l'entreposage des combustibles usés. Autrement dit, les fournisseurs de combustibles ont maintenu leur activité, l'usine de La Hague a maintenu son activité de retraitement, mais elle a connu à un moment donné un arrêt lié à des discussions avec le personnel sur les conditions de protection pour pouvoir maintenir l'activité de retraitement. Il n'y a pas de difficulté aujourd'hui, mais s'il y en avait eu, c'est-à-dire si le retraitement avait dû être stoppé ou arrêté pendant une longue période, cela aurait mécaniquement conduit à générer plus de combustible usé qu'il aurait fallu entreposer. Et je profite de ce point pour rappeler qu'il y a aujourd'hui une certaine urgence à mettre en place en France, nous l'avons dit à plusieurs reprises à travers des avis émis par l'ASN, à mettre en place des capacités supplémentaires d'entreposage des combustibles usés pour faire face aux besoins naturels, mais aussi pour faire face aux risques d'aléas.
au risque d'aléas sur des installations, ça peut arriver, mais aussi au risque d'aléas comme celui de l'interruption du fonctionnement de l'usine de retraitement de l'ARC. Donc, même si ça a été de courte durée que la situation a été rétablie, en titre des retours d'expérience, puisque nous parlons tout à l'heure du retour d'expérience, notamment sur les masques, les comprimés d'hygiène, il y a aussi celui-ci. Il est urgent que les exploitants nucléaires en France prennent des décisions et les traduisent en actes en matière de mise en place de capacités d'entreposage de combustibles usés supplémentaires. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à mes collègues qui ont souhaité pouvoir s'exprimer. Madame Préville et Monsieur Chevrollier, on va faire par groupe de 2 sénateurs. Donc Madame Préville, puis Monsieur Chevrollier, et ensuite vous pourrez répondre à ces 2 séries de questions. Madame Préville. Merci Monsieur le Président, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Alors, merci Monsieur le Président, Messieurs les directeurs. Alors, j'aurais d'abord une première question à nouveau sur les réacteurs de Fessenheim. Parce qu'il était acté que l'un des 2 soit déjà arrêté en février et l'autre au mois de juin. Concrètement, est-ce qu'ils sont arrêtés tous les 2 ou est-ce qu'il y en a encore un en fonctionnement? D'abord, voilà pour cela. Après, pour dans le secteur du nucléaire qui a souvent recours à la sous-traitance, comment vous avez pu exercer votre contrôle sur ces personnels qui n'ont pas le même statut que les autres? Comment vous avez eu la vigilance par rapport aux protections qui leur sont nécessaires? Est-ce qu'elles ont été suffisantes? Et comment ce personnel a-t-il vécu ce passage-là, notamment lié au stress et à la réduction des effectifs? Et une troisième question sur justement ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le contrôle. Moi, pour avoir visité déjà une centrale du type 900 MW, qui sont des centrales robustes, mais avec très peu d'électronique. Donc, vous avez dit que vous aviez vision sur les paramètres de la centrale, mais dans le fond, ces centrales-là qui ont très peu ce genre d'équipement, elles sont, ce qui est un gage de sécurité finalement, elles nécessitent du personnel pour pouvoir suivre ces paramètres, mais c'est aussi le gage de sécurité que n'importe qui ne puisse pas rentrer de cette manière électronique pour la surveiller. Donc, comment est-ce que c'est géré? Est-ce que voilà, le questionnement, il était là-dessus. Et enfin, pour reprendre les propos de mon collègue Guillaume Gontard, c'est vrai que par rapport à la gestion de la crise, là, on se dit, mais c'est une question que je m'étais déjà posée bien avant, est-ce qu'on procède maintenant à la vérification qu'on a bien la quantité de pastilles d'iode qu'il faudrait distribuer en cas de problème nucléaire? Et est-ce qu'il y a des remontées? Est-ce que vous regardez ça de près? Et enfin, une dernière chose, sur un avis qui a été publié bizarrement le 7 avril dernier, sur les perspectives d'évolution de la filière de gestion des déchets de très faible activité. Quel est votre avis sur cette question-là? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Préville. Je donne la parole à Monsieur Chevrollier. Oui, merci Monsieur le Président, Messieurs les directeurs. Moi aussi, je voudrais revenir sur les questions de sécurité et de prévention des risques. On le sait, et pour avoir visité des installations nucléaires, les personnels de la filière nucléaire sont déjà habitués à des consignes très strictes sur le plan de la sécurité, notamment sécurité sanitaire. Est-ce que vous pouvez développer sur les adaptations nouvelles pour faire face à la situation actuelle? Est-ce que vous avez bien tout le matériel nécessaire pour faire face à la situation? Et suite à Fukushima, il y avait eu une mise en œuvre d'un plan de sûreté post-Fukushima où il y avait eu donc des évaluations sur vos plans d'urgence internes afin d'intégrer notamment des potentielles difficultés d'accès au site nucléaire. Donc, on va revenir sur la gestion globale des risques nucléaires ou pas. Est-ce que vous aviez envisagé ce type de crise comme celle d'aujourd'hui? Et si oui, quels exercices vous aviez pu réaliser pour faire face
ces difficultés, même si vous avez dit en préambule que la crise actuelle est indépendante des installations, mais elle est exceptionnelle effectivement. Mais est-ce que vous aviez envisagé malgré tout ce type de situation dans votre filière, c'est une filière d'excellence qui est habituée à une gestion de risque et qui, on n'en doute pas, a une forte culture du risque. Donc, est-ce qu'il y avait des anticipations et à ce stade, quels enseignements vous tirez de la gestion de la crise actuelle? Merci. Merci. Messieurs, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Préville, alors la situation pour Fessenheim est effectivement assez claire. Le réacteur numéro 1 est à l'arrêt depuis le 22 février et le réacteur numéro 2 doit être mis à l'arrêt le 30 juin. Ce sont les deux dates qui figurent dans la déclaration faite par le président d'EDF à la ministre chargée de l'environnement et à l'ASN. Donc, cette situation, pour l'instant, elle est tout à fait claire et pas remise en cause. En ce qui concerne la question du recours à la sous-traitance et des protections des personnels qui interviennent, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu, au titre de l'inspection du travail de l'ASN, une discussion avec l'ensemble des entreprises intervenantes sur le site et l'ensemble des représentants de personnel pour couvrir à la fois les conditions de protection du personnel EDF, mais aussi les conditions de protection du personnel prestataire. Lorsque nous intervenons sur ces sujets, sur un site nucléaire, nous regardons l'ensemble des protections de tous les intervenants, qu'il s'agisse de personnel EDF ou de prestataires. Il y a eu un effort qui a été fait, je l'ai souligné tout à l'heure, de la part d'EDF et de la part de l'ensemble des membres du GIFEN, du groupement industriel pour l'industrie nucléaire, de définir sous forme de charte les précautions à prendre pour l'ensemble des intervenants, salariés ou prestataires. Et donc, c'est un sujet qui est, de mon point de vue, pris avec énormément d'attention et plutôt géré correctement avec, depuis maintenant quelques jours, la mise à disposition de protection pour tout le personnel. Il y a à l'évidence le sujet de la reprise des activités, la montée en puissance des activités. Nous l'avons vu nous-mêmes lorsque nous sommes allés en inspection réactive. Ce n'est pas facile, malgré toutes les consignes, lorsque l'on est en action, de respecter totalement les gestes barrières. À un moment donné, je dirais, le naturel reprend un peu le dessus. On est pris par son action et on pense moins à la protection que l'on doit respecter. Et donc, il faudra certainement beaucoup de vigilance. Il faudra que les exploitants et les prestataires démarrent de manière très lente ces activités et qu'il y ait en continu des observateurs pour pouvoir vérifier que les acteurs, ceux qui sont en charge des chantiers, respectent les gestes barrières et les précautions à prendre et ne se laissent pas emporter d'une certaine manière par leur activité. Donc ça nécessitera une organisation du travail, une surveillance certainement renforcée pour qu'au moins au démarrage, ce que l'on a peut-être tendance à oublier rapidement soit constamment rappelé pour éviter le risque de contamination. Et puis, il y a bien évidemment la difficulté de réaliser les gestes techniques eux-mêmes. Lorsque l'on est équipé d'un masque, on ne respire pas facilement, ou plutôt. Et donc, on peut très bien être préoccupé par d'autres aspects que celui de réaliser parfaitement le geste technique. Ce sont des actions de surveillance qui sont à réaliser par les exploitants des chantiers. Ce sont des sujets que nous irons voir en inspection sur site. Nous avons bien identifié ce point comme étant un point particulier. Et donc, nous allons nous-mêmes, en termes de contrôle, faire plus et nous allons demander aux exploitants de réaliser des surveillances de ces chantiers beaucoup plus attentives. En ce qui concerne la transmission des données informatisées ou la gestion ou la communication de ces données, ce sont des pratiques qui ne présentent pas de risque particulier en termes de cybersécurité. Ce sont des choses qui peuvent tout à fait être réalisées, y compris avec les centrales nucléaires d'EDF de 900 MW. Ça ne pose pas de difficulté. Mais comme on l'a souligné tout à l'heure, ce sont des sujets qui ne faisaient pas nécessairement l'objet
de transmission en temps réel, notamment les données d'exploitation, des valeurs de température, des valeurs de pression, qui étaient regardées a posteriori lorsque nous nous déplacions sur site. Alors, au vu des enregistrements, et bien maintenant, on a, avec les inspections à distance, on a d'une certaine manière plus d'éléments en amont lors des opérations, puisque sous un délai extrêmement réduit, je pense que c'est quelques minutes, nous avons accès en direct aux données d'exploitation que nous ne pouvions précédemment que consulter a posteriori. Donc c'est plutôt un plus en matière de suivi des opérations sensibles. Il y a certaines opérations pour la vie des réacteurs, le redémarrage des réacteurs, des passages à 110 degrés, des choses comme ça, où on peut effectivement imaginer qu'en ayant plus de données qui soient transmises directement aux inspecteurs, nous ayons une vigilance qui soit encore plus grande. En ce qui concerne la distribution des comprimés d'iode, alors vous en avez raison, c'est un retour d'expérience qu'il nous faudra tirer. Et notamment, comme vous le savez, on a un processus de pré-distribution des comprimés d'iode qui a été réalisé d'ailleurs récemment, compte tenu de l'élargissement du périmètre de risque autour des installations nucléaires et qui n'est pas un franc succès puisqu'il y a relativement peu d'habitants dans le périmètre PPI, protection individuelle, qui ont été retirés, peu de comprimés, je crois que c'est de l'ordre de 20 à 25%. Ça veut dire qu'il y a finalement une situation qui n'est pas satisfaisante puisque les personnes ne sont pas équipées de comprimés d'iode. Et c'est de leur fait, d'une certaine manière. Hein. C'est eux-mêmes qui, malgré toutes les sensibilisations qui ont été réalisées, ont décidé de ne pas aller récupérer ces comprimés qui étaient mis à leur disposition dans les pharmacies. Donc il faut tenir compte de ce comportement. Évidemment, c'est un comportement qui est enregistré, que nous connaissons. Et il faut pouvoir prévoir, je dirais, des stocks disponibles, la logistique disponible pour, en cas de besoin, suite à un accident, finalement acheminer dans des délais extrêmement courts ces comprimés d'iode qui seraient nécessaires à la population. Donc c'est un retour d'expérience que nous avions déjà au titre de la campagne de distribution de comprimés d'iode qui n'était pas satisfaisante, mais on le voit bien ici, dans le cadre de l'épisode de pandémie, que la nécessité d'avoir des stocks de proximité qui soient mobilisables et qui soient avec la logistique qui va bien dans des délais réduits est fondamentale. En ce qui concerne les déchets très faiblement actifs, les déchets TFA, nous sommes dans un processus suite au débat public sur le prochain plan national de gestion des déchets, des matières radioactifs, dans un processus de concertation qui va s'amplifier dans les mois qui viennent, suite aux conclusions de ce débat public, à la décision que nous avons prise conjointement avec la ministre chargée de l'Environnement sur les conclusions de ce débat public. Nous nous sommes engagés à examiner la possibilité d'ouvrir des voies de valorisation de certains déchets TFA, notamment métalliques. Ça a fait l'objet d'une déclaration extrêmement claire dans cette prise de décision et ce sont des sujets que nous allons continuer d'instruire dans le cadre de la concertation qui sera mise en place pour l'élaboration de ce plan qui sera malheureusement vraisemblablement retardé. C'est un plan qui devait être élaboré en 2020, peut-être compte tenu de la situation de crise, de la difficulté de réunir pour ces consultations les différentes parties prenantes. Peut-être que ce plan sera élaboré pour début 2021. Je vais répondre aux questions de monsieur le sénateur Chevrollier, notamment en ce qui concerne la partie matérielle pour faire face aux risques épidémiques. Et puis, je laisserai Olivier intervenir sur le poste de Fukushima. Alors, en ce qui concerne la partie matérielle, alors, je peux d'abord parler on parle des masques de protection, on a parlé des masques de protection pour les prestataires, pour les personnels d'EDF, mais il y a aussi la protection des personnels de l'État chargés de réaliser des contrôles. Au début de l'épidémie, l'ASN disposait d'un nombre de masques extrêmement limité. Ces masques ont été mis à disposition dans le cadre des réquisitions auprès des personnels hospitaliers. Et donc, nous n'avons pratiquement qu'un masque. Nous avons, parce que nous sommes dans une situation particulière où finalement 2 grands exploitants seulement ont poursuivi l'exploitation de leur installation, EDF et Orano, nous avons bien évidemment avec ces exploitants des dialogues qui nous permettent de garantir que les
agents de l'ASN qui viendraient sur site pour réaliser des inspections réactives ou des inspections complémentaires contre la distance pourraient être équipés par les exploitants eux-mêmes de moyens de protection et de masques. C'est bien, mais c'est d'une certaine manière pas satisfaisant. Il n'est pas, de mon point de vue, normal que des services de l'État comme l'ASN, chargés de réaliser des opérations de contrôle, qui sont des opérations essentielles, ne puissent pas disposer de moyens de protection pour réaliser leur mission. Sur la question des évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima, elles avaient un champ qui était lié finalement au retour d'expérience tiré de l'accident de Fukushima. Les situations de pandémie ne faisaient pas partie de ce champ. Par contre, et je dirais que ça date au moins de l'épisode de grippe H1N1, depuis cette époque-là, les grands exploitants sont dotés d'un plan de continuité d'activité incluant les situations de pandémie. Et donc, on ne peut pas dire, enfin, ça a été cité avec notamment des niveaux minimaux de personnel devant être disponibles, avec cette notion de rotation d'équipe de façon à ne pas faire se croiser des personnels nécessaires pour la réalisation de tâches similaires. Et ça fait partie effectivement des choses qui avaient été regardées en anticipation. Très bien. Est-ce que nous sommes toujours connectés? Peut-être que non. Oui, bonjour, Patrick Chaise, donc le président Moret a dû s'absenter, donc je vais prendre la suite. Tout d'abord en vous saluant, en vous remerciant de votre présence et en saluant bien sûr tous mes collègues qui sont présents pour cette audition. Donc on a eu un petit problème technique de transfert, mais tout est rentré dans l'ordre. Donc après les questions de nos collègues Préville et Chevrolier, on a 3 collègues qui ont sollicité de prendre la parole. Je vous propose de peut-être écouter les 3 questions dans la foulée pour une réponse plus complète de votre part, si vous le souhaitez ainsi. Donc c'est M. Gillet, M. Jacquin et M. Houlgate à qui je demande de se préparer. Et je vais sans plus tarder demander à M. Gillet de vous poser sa question. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Commissaire. Je voudrais prolonger la question du sénateur Chevrolier et le sujet que vous avez réabordé par la suite à propos du plan de continuité d'activité. EDF déclarait qu'il disposait d'un plan pandémie depuis les années 2000. Je voudrais savoir si ce plan pandémie a été particulièrement approuvé ou observé donc par votre autorité et que de fait, suite au retour d'expérience comme vous les avez soulignés, est-ce que vous envisagez qu'un nouveau plan pandémie soit élaboré et donc soumis à certification? Est-ce que ce plan pandémie pourrait être également communiqué, notamment au niveau des parlementaires? Et enfin, pour terminer sur les retours d'expérience, nous avons eu donc une chute importante de la production d'électricité de plus de 10% sur la période Covid, donc à ce jour. Est-ce que vous avez également des retours particuliers liés à cette baisse d'activité de production d'électricité et quant au mode de répartition par rapport à la production nationale, voire à l'échelle européenne? Alors merci, Monsieur Houlgate, s'il vous plaît. Bonjour Patrick, bonjour Monsieur le Président. Je voudrais simplement faire 2 remarques et puis peut-être poser derrière un certain nombre de questions. La première remarque, c'est quand même de rappeler que les salariés du nucléaire ont une très forte culture de sûreté, de sécurité, d'hygiène et de santé au travail. Ils savent ce que c'est qu'un risque de contamination, ce que c'est qu'un geste barrière, et puis peut-être, ça sera important dans les semaines qui viennent, ils ont aussi une très forte culture de la dosimétrie.
Je voudrais partager en deuxième remarque, je dirais, l'urgence de répondre aux besoins de nouvelles capacités d'entreposage des combustibles usés, telle l'orientation définie par le 5e PNG-MDR. Par contre, ce que je remarque, c'est que quid de l'information du public, c'est-à-dire que les commissions locales d'information à l'heure actuelle ne peuvent plus malheureusement se réunir, et j'ai l'impression qu'il y a un déficit d'information sur ces questions de sûreté et de sécurité nucléaire, et peut-être un manque de dialogue. Donc, comment pallier en l'absence de réunion des CLI cette information du public? Et puis enfin, j'ai un certain nombre de questions très spécifiques, puisque la centrale nucléaire de Flamanville, donc je suis élu de la Manche, a été placée donc sous surveillance renforcée par l'ASN donc en septembre dernier. Est-ce que cette surveillance renforcée est perturbée par la crise sanitaire? Et puis de même sur l'EPR de Flamanville, est-ce que selon vous, cette crise va générer de nouveaux retards? Et avez-vous une estimation éventuelle de ces retards qui pourraient être générés sur l'EPR de Flamanville? Merci. Merci, M. Vulgat. Alors, M. Jacquin n'étant pas connecté, je vais lui demander de répondre déjà à ces deux questions. S'il nous rejoint, on lui donnera la parole ensuite. Merci. Bien, alors tout d'abord, pour répondre au sénateur Ginet, alors le plan de continuité d'EDF comportait effectivement un volet lié à une crise sanitaire. Alors ce plan n'est pas un plan qui est approuvé par l'autorité de sûreté nucléaire. C'est un plan qui est approuvé au titre en tant qu'opérateur d'importance vitale. EDF est un opérateur d'importance vitale et qui est approuvé par le haut fonctionnaire de défense, donc le HFDS. Donc nous n'avons pas, nous, eu à nous prononcer sur les dispositions qui étaient prévues par ce plan pour couvrir le volet pandémie. En revanche, ce plan, comme je le disais en introduction, prévoyait des obligations de présence minimum pour les personnels chargés des opérations de conduite et de maintenance essentielles à la sûreté des installations nucléaires. Et notre mission a été de vérifier que ces dispositions étaient respectées et qu'il n'y avait pas de risque de coactivité qui pouvait conduire à ce qu'elles ne le soient plus. En ce qui concerne la chute de production d'électricité, donc je n'ai pas de chiffres particuliers, mais il faut voir que cette chute effectivement de production d'électricité correspond également à une période où, du fait du confinement, l'activité économique a considérablement baissé, et donc EDF est plutôt dans une situation encore d'excédent, ce qui conduit d'ailleurs à des mesures de réduction ou d'arrêt temporaire pour économiser du combustible, et plutôt que d'avoir d'une certaine manière à gérer la manière d'utiliser cette production d'électricité. Donc ce sont des sujets qui sont gérés par EDF, qui sont gérés en relation avec RTE étroite. L'ASN n'a pas de responsabilité en matière de sécurité de l'alimentation électrique, en termes de répartition des productions ou de mise en sommeil de telle ou telle installation au regard de la consommation ou des capacités d'exportation. C'est géré au niveau du dispatching, et l'ASN n'a pas de responsabilité en la matière. Pour répondre à monsieur le député Vulgat, je dirais que vous avez tout à fait raison, que nous sommes dans une situation telle que l'information des publics ou la consultation des publics est particulièrement mise à mal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'indiquais qu'au titre de l'ordonnance de mars 2020, pour que cette consultation des publics soit maintenue pour prendre des actes et des décisions particulières, il a été décidé de repousser les décisions pour pouvoir organiser les consultations du public à la fin de la période de crise sanitaire, qui vient donc d'être reportée, et donc ça reportera d'autant les prises de décision. Alors nous n'avons pas, nous, identifié de prises de décision qui vont être reportées du fait de ce besoin de laisser du temps pour la consultation du public, qui soit des décisions de ce cadre. Il y a deux décisions qui me viennent à l'esprit. Il y a une première décision, et je le cite compte tenu de votre connaissance du site de Flamanville, c'est la décision que nous nous apprêtions à prendre
entreposé dans les piscines d'entreposage de la centrale de l'EPR de Flamanville. C'était un processus qui était engagé, qui avait fait l'objet d'une instruction par l'ASN favorable en termes de sûreté, par le haut fonctionnaire de défense au titre de la sécurité. Donc nous nous apprêtions à mettre en consultation du public cette décision. Nous le reportons à l'issue de la période de crise sanitaire. Nous avons une deuxième décision qui était aussi bien avancée, qui était celle qui concernait l'autorisation de mise en service d'une installation dénommée ICEDA, qui est en région lyonnaise et qui est une installation destinée à accueillir les déchets de démantèlement des installations d'EDF. C'est aussi une installation une autorisation qui va glisser dans le temps une fois que nous aurons organisé la consultation du public. Donc nous préservons, par cet effet de glissement, la capacité du public à s'exprimer sur les décisions que nous nous apprêtions à prendre et qui ont un impact sur l'environnement. Donc ça, ce sont des dispositions qui concernent l'ASN et qui maintiennent la capacité du public à s'exprimer. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr, des réunions des commissions locales d'information, des CLI, qui bien sûr ne dépendent pas de l'ASN et qui devraient, j'en suis tout à fait d'accord, trouver les moyens d'organiser avec les formes de communication à distance un maintien d'information qui paraît indispensable pour que les publics restent informés des situations d'exploitation qui se créent, des incidents qui peuvent arriver, comme elles le sont très souvent, et comme elles sont très attentives à tout ce qui se passe sur ces sites nucléaires en situation de pandémie. Ça me semble fondamental de faire passer ce message auprès des commissions locales d'information, des élus qui les président, des membres qui les animent, de telle manière que cette information du public puisse être maintenue. En tout cas, j'interviendrai moi-même pour connaître un peu l'état de la situation en interrogeant l'ANPI. Et sur ce qui concerne la situation exacte de la centrale de Flamanville, je laisse Olivier Cultin vous répondre, monsieur le sénateur. Oui, monsieur le sénateur, c'est donc, comme vous l'avez dit, une centrale qui a été placée par l'ASN sous surveillance renforcée. Je parle bien là des réacteurs en exploitation 1 et 2 et pas du chantier EPR. Nous avions au principal constaté 3 difficultés sur cette centrale. La première d'entre elles, c'est la maîtrise des activités d'exploitation et de maintenance et la préparation finalement des travaux. D'ailleurs, les 2 réacteurs de cette centrale sont à l'arrêt, des arrêts qui sont anormalement longs et qui traduisent effectivement une difficulté dans la préparation, la planification des travaux. Une deuxième difficulté, c'est la gestion du retour d'expérience, quels enseignements tirer des incidents et des événements significatifs. Et enfin, le contrôle exercé par EDF lui-même sur la sûreté et la priorité accordée dans les décisions aux facteurs sûreté finalement. Et sur ces 3 points, nous avions demandé au directeur de cette centrale de venir nous présenter son plan d'action. Et c'est ce plan d'action que nous suivons attentivement dans le cadre de la surveillance renforcée. Donc, il y a des points réguliers sur l'avancement de ce plan d'action, sur l'efficacité des mesures prises, et ces points continuent naturellement dans la période actuelle. S'agissant maintenant du chantier EPR, beaucoup d'activités ont été suspendues. Pour autant, un certain nombre de travaux, notamment sur la réfection des soudures qui devaient être refaites sur les lignes principales du circuit vapeur, ces travaux, un certain nombre d'entre eux se poursuivent. Je ne suis pas en mesure de vous répondre sur la question du planning et d'éventuels retards. Bien, écoutez, j'ai peut-être une question un peu taquine à vous poser, ou peut-être un peu complexe, mais peut-être avant de conclure cette audition, ça me paraît intéressant que vous puissiez vous évoquer ce point, c'est de savoir si de votre côté, sans être bien sûr indiscret, quel est le point de vigilance particulier que vous suivez donc au jour le jour et qui peut-être est celui qui vous pose le plus de difficultés?
Le point de vigilance, c'est celui que nous avons évoqué à déjà plusieurs reprises, c'est celui lié aux facteurs organisationnels et humains. Nous sommes dans un système où, ça a été dit tout à l'heure par le sénateur Gillet, la culture de la sécurité existe, elle est très forte. Chez le personnel d'EDF, elle est codifiée, elle fait l'objet de formation, elle est encadrée par toute une série de règles, de prescriptions, de codes à respecter, ce que j'appelais tout à l'heure dans mon introduction, la sûreté réglée. C'est écrit. Et on apprend à respecter ce qui est écrit. Mon point de vigilance, c'est que, en fait, comme nous sommes face à l'inconnu, à des situations qui n'avaient pas été estimées aussi importantes dans leur durée, en termes de contraintes d'intervention, en termes de changement de règles de travail à respecter, c'est que ces règles, d'une certaine manière, cette sûreté réglée, d'une certaine manière, soit à un moment donné un peu, non pas oubliée, mais soumise à une concurrence, à un arbitrage, avec ce que j'appelais la sûreté gérée. C'est-à-dire finalement, on est face à une situation concrète du terrain, il faut trouver une solution. Et on ne fait pas fi, mais on met un peu de côté la sûreté réglée parce qu'elle n'avait pas prévu la solution. Et donc on invente une solution, on invente un moyen de le faire. Et ça, dans l'urgence, ça peut créer effectivement de véritables difficultés et de risques en termes de sûreté. Et donc je pense que le point de vigilance premier, notamment en situation de reprise d'activité, c'est celui lié aux facteurs organisationnels et humains sur les sites nucléaires. Alors, est-ce que vous avez entendu ma réponse entièrement? On a bien entendu votre réponse, oui, merci. Alors peut-être que je vais laisser la parole à Philippe Chaumet, il faut peut-être apporter un complément, parce que j'ai répondu à la question en termes de points de vigilance, notamment dans les installations nucléaires, et je pense qu'il y a aussi des points de vigilance, ou en tout cas un point de vigilance qui doit être souligné dans le secteur médical que nous contrôlons. Je laisse la parole à Philippe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre Président avait insisté sur le départ que la majorité des activités qui étaient contrôlées par l'autorité de sûreté nucléaire n'étaient pas en lien direct avec la gestion de la crise sanitaire. Et nous contrôlons essentiellement la radiologie, la radiothérapie, les activités de médecine nucléaire et certaines procédures qu'on appelle procédures interventionnelles radioguidées. Du fait de l'urgence sanitaire, beaucoup d'activités ont été déprogrammées, c'est-à-dire toutes les activités qui ont été considérées comme en urgence ont amené à une déprogrammation massive, notamment dans le domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire. Et pour nous, le problème majeur, c'est la reprise de ces activités, parce qu'il y a un moment où, quand ça dure trop longtemps, ce qui n'était pas urgent peut commencer à le devenir. Et puis, on ne peut pas reporter trop longtemps certains types de traitements. Donc, on est très sensible et on regarde de très près les conditions dans lesquelles ça va se faire, parce qu'il y aura à l'évidence des problèmes de personnel, il y a notamment le problème des manipulateurs en électroradiologie, qui sont ce qu'on appelle un personnel sous tension, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Il y a eu de grosses surcharges de travail, il y a eu des annulations de vacances, et pour nous, il est fondamental que tous ces facteurs organisationnels et humains soient bien regardés afin d'éviter des problèmes de qualité dans la prise en charge des patients dans les mois qui vont venir. Et pour cela, j'ajouterais qu'on est en contact permanent, c'est-à-dire toutes les semaines, nous avons des contacts avec toutes les sociétés professionnelles, Société française de radiologie, Société française de radiothérapie, justement pour essayer d'anticiper leurs besoins, et on en discute aussi avec les instances concernées, que ce soit le Conseil de santé publique, etc., ou l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux. Bien, je voudrais, en l'absence du président Moret et puis de Patrick Chaize, remercier le président de l'ASN, le directeur général et le commissaire de l'autorité de la sûreté nucléaire, et remercier tous mes collègues pour les questions qui ont été évoquées et pour vos réponses, messieurs, qui effectivement nous apportent un éclairage intéressant. Merci pour cette audition qui me paraît être très utile, et nous avons pris beaucoup de bonnes notes et d'informations. Merci.
Merci à vous, merci au Président. Merci, mesdames et messieurs les sénateurs.